Charles de Gaulle demeure l'incarnation de la résistance française. Pourtant, son rôle dans celle-ci fut particulier. Installé à Londres après son appel du 18 juin 1940, il mena une lutte acharnée pour organiser et coordonner la résistance depuis l'étranger. Son efficacité à influencer et unifier les mouvements clandestins en métropole avant son retour en France demeure un sujet de débat. Dès la débâcle française de mai-juin 1940, de Gaulle refuse l'armistice demandé par Pétain et décide de poursuivre le combat. Il se réfugie à Londres, grâce au soutien de Churchill, lance son fameux appel du 18 juin. Toutefois, à cette époque, peu de Français l'entendent et encore moins le suivent immédiatement. Les premiers résistants agissent d'abord de manière isolée, sans réelle coordination. Dès les premiers mois, de Gaulle comprend que la victoire passe par la capacité à structurer une véritable organisation. À distance, il tente donc d'unifier les divers groupes de résistants. Mais ses relations avec eux ne sont pas toujours évidentes. Beaucoup, notamment les communistes et certains chefs de réseaux indépendants, voient d'un mauvais œil cet exilé qui prétend diriger la lutte depuis Londres. De Gaulle n'a pas seulement à convaincre les résistants, il doit aussi lutter contre les ambitions de Vichy, qui cherche à imposer son autorité sur l'ensemble de la France, et contre les alliés, notamment Roosevelt, qui ne reconnaît pas pendant longtemps sa légitimité. À Londres, il crée dès 1940 le Conseil de défense de l'Empire, puis, en 1941, le Comité national français. Ces structures visent à donner une légitimité politique à la résistance extérieure et intérieure. Mais la tâche est rude. En métropole, Jean Moulin est envoyé pour unifier les mouvements sous l'égide de Gaulle, ce qui conduit à la création du Conseil national de la résistance en 1943. C'est l'un des plus grands succès de Gaulle avant son retour en France. Si de Gaulle est reconnu aujourd'hui comme le chef de la France libre, il n'en demeure pas moins que son influence sur la résistance intérieure a mis du temps à s'imposer. Jean Moulin, par exemple, est un de ses plus fidèles agents, mais leurs relations sont parfois tendues. De Gaulle apprécie son engagement et son habileté politique, mais reste méfiant quant à l'autonomie que Moulin accorde aux différents mouvements de résistance. Moulin, de son côté, voit en de Gaulle le seul chef légitime, mais doit composer avec des résistants qui ne partagent pas tous cette vision. En mission en France, Moulin met en place le Conseil national de la résistance sous l'impulsion de Gaulle. Toutefois, ses relations avec certains chefs de mouvement sont délicates, et il doit constamment rassurer Londres quant à sa loyauté. En juin 1943, il est capturé par la Gestapo et meurt sous la torture, ce qui prive de Gaulle de son principal relais en métropole. Par ailleurs, de nombreux résistants, en particulier ceux issus des mouvements communistes comme les francs-tireurs et partisans, voient dans la tutelle gaulliste une forme d'ingérence. Certains chefs de la résistance intérieure, tels qu'Henri Frenay du mouvement Combat, hésitent à se soumettre totalement à l'autorité de Londres. De Gaulle parvient néanmoins à imposer progressivement son autorité en apportant des moyens financiers et logistiques. Les résistants de l'intérieur ont besoin d'armes, de fonds et de soutien international. De Gaulle, par son influence sur Churchill et plus tard sur les Américains, permet le parachutage de matériel vital au réseau clandestin. La question de son efficacité avant son retour en France est complexe. D'un côté, il est évident que de Gaulle, exilé à Londres, ne pouvait agir directement sur le terrain. Sa position lui interdisait toute implication militaire immédiate aux côtés des maquisards. Mais de l'autre, son rôle fut crucial dans la reconnaissance et l'unification de la résistance. Sans lui, les Alliés auraient peut-être considéré la France comme un territoire à administrer après la guerre, et la résistance serait restée morcelée en multiples factions rivales. En ce sens, il fut un stratège politique avant d'être un combattant de l'ombre. Toutefois, certains lui reprochent une certaine distance avec la résistance intérieure. Parfois méfiant envers des réseaux qui ne partageaient pas entièrement sa vision de la France d'après-guerre, il n'hésita pas à marginaliser certains mouvements, notamment ceux d'inspiration marxiste qu'il jugeait comme de futurs ennemis placés sous le joug de Staline et de l'URSS. Lorsque le débarquement allié en Normandie a lieu en juin 1944, la résistance intérieure joue un rôle clé dans la désorganisation des forces allemandes. Les sabotages et insurrections facilitent l'avancée des Alliés. Pourtant, Roosevelt et Churchill hésitent encore à reconnaître de Gaulle comme le futur dirigeant de la France libérée. Ce n'est qu'après le succès du débarquement et l'entrée des troupes françaises dans Paris en août 1944 que de Gaulle s'impose définitivement. Son célèbre discours à l'hôtel de ville le 25 août marque la victoire non seulement sur l'occupant, mais aussi sur les doutes quant à son autorité.
Si De Gaulle ne fut donc pas un résistant de terrain, il fut sans conteste le grand architecte de la résistance politique. Avant même son retour en France, il a su donner une voix à la résistance, la structurer et assurer son rôle dans la libération du pays. Loin d'être un simple spectateur, il a usé de son influence, de son charisme et de son habileté diplomatique pour imposer l'idée que la France combattait toujours, qu'elle ne devait pas être un simple pion des Alliés, n'en déplaise à Roosevelt. Sans lui, la résistance aurait sans doute continué, mais aurait-elle eu le même poids au moment de la libération? La question reste ouverte. Si vous avez aimé cette plongée dans l'histoire de la résistance et du général de Gaulle, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. À bientôt.